Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant-match, Bilbao-Barça, gros match. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bon, j'espère que tout le monde va bien avant ce gros match de ce week-end. Ça va être tendu. Je pense que tout le monde attend ce match avec impatience. C'est le gros choc de ce début de mois de mars, parce qu'il y aura quand même pas mal de chocs en mars. Avant de commencer ce petit avant-match, je tiens à donner une petite info. Sachez que pour ceux qui sont intéressés, j'ai essayé de développer à côté une deuxième chaîne YouTube, une chaîne gaming, où je joue principalement à FIFA et j'essaie de faire des lives de plus en plus. Vous savez, j'ai déjà fait des lives FUT Champion pour ceux qui sont intéressés, si ça intéresse tout ça. Et hier soir, je me suis fait un live sans prévenir, on va dire, un live surprise, donc il n'y avait pas grand monde, c'est un peu logique, mais bon, c'est pas très grave. J'ai fait un live donc FIFA sur Twitch. Donc ma chaîne les amis, ma chaîne Twitch, le lien est dans la description. Donc j'ai fait un live avec un pote à moi, donc on a fait du coop en Rivals, voilà, on a fait quelques matchs, c'était assez sympathique, il y a quelques personnes qui sont passées, voilà, c'était... Puis après on a fini par un Fortnite, donc qui n'a rien à voir. Mais en gros c'est pour vous préciser un petit peu que je vais essayer de faire de plus en plus de live Twitch, ça va être du club pro. Donc je risque de début de semaine prochaine de faire des lives en Club Pro. Donc pour ceux qui connaissent Club Pro, pour ceux qui ça intéresse, ben voilà, ça se passera sur Twitch. Je vais essayer de faire de plus en plus de mes live gaming sur Twitch. Voilà, les lives d'avant-match, ça sera sur YouTube. Les live gaming, ça sera sur Twitch. Et puis après, je sortirai quand même des vidéos YouTube sur FIFA, carrière manager, des trucs comme ça, carrière de joueur, tout ça. Voilà pour la petite précision. Maintenant, on va parler sérieusement, on va parler du match qui arrive ce week-end. Donc ça va être chaud. Franchement, c'est le match... un des matchs les plus difficiles de ce mois de mars et direct c'est le premier. On est début mars, on va avoir dans ce mois un match contre donc Bilbao, contre Naples et contre l'Atlético Madrid. Je crois que c'est les matchs les plus compliqués qu'on va avoir ce mois-ci et on n'attaque pas par le plus facile non plus. Bilbao c'est un sacré morceau, on s'est fait éliminer par eux il n'y a pas si longtemps que ça en Coupe d'Espagne. C'est une des équipes, voire peut-être l'équipe qui met le plus d'intensité en Europe, en tout cas en Espagne c'est le cas je pense. En Europe je ne sais pas exactement si c'est eux qui mettent le plus d'intensité, qui font un pressing plus agressif on va dire, mais en tout cas elle fait partie des équipes les plus agressives et les plus intenses on va dire quoi. Donc ça va pas être un match facile, surtout que c'est à l'extérieur et ça c'est la petite précision, mais la précision pour moi la plus importante qu'il faut retenir, c'est que le match va se jouer à San Mamés. Et il y a une grosse différence entre les matchs à San Mamés de Bilbao et les matchs à l'extérieur. Pour eux, c'est une équipe qui a gagné je crois ses 10 derniers matchs, 10 matchs d'affilée, 10 victoires à domicile. Donc vraiment c'est une équipe qui est transcendée par son public, transcendée par le fait de jouer à domicile devant son public, dans son stade qui met une ambiance de folie. On l'a vu en Coupe d'Espagne, on l'a vu dès le début du match, on voyait quand les joueurs rentraient sur le terrain une ambiance de malade mental et je me suis dit ça va être dur. Ça va être dur parce qu'on sait que dans des ambiances comme ça, les types qui arrivent et qui à l'extérieur elles peuvent avoir un peu de mal, elles peuvent être un peu sous pression avec un public qui fait beaucoup de bruit. Et les types à domicile, elle est boosté par son public du début à la fin et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé aussi contre l'Atlético Madrid, donc l'Atlético qui s'est fait écraser par Bilbao à domicile avec un grand Nico Williams et Iñaki Williams. Alors évidemment la bonne nouvelle on va dire pour le Barça, en tout cas la nouvelle qui rassure un minimum, c'est que Nico Williams ne sera pas là. Parce qu'il est suspendu, il s'est pris un deuxième carton jaune parce qu'il a applaudi l'arbitre, vous savez. Donc en Liga, selon les équipes, selon les joueurs, tu peux insulter les arbitres, mais si tu les applaudis, ça passe pas. Enfin, ça dépend. Il y en a qui applaudissent aussi, mais ça passe. Il y en a qui se grattent le nez, ça passe pas. Vraiment, voilà, il y a des trucs comme ça qui passent et qui passent pas, mais j'ai pas vraiment les raisons pourquoi ça arrive. Bon, vous devinerez peut-être. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc Nico Williams est suspendu en attendant. Nous, on va pas dire que ça nous arrange pas, forcément, on va pas se mentir. Le danger numéro 1 viendra probablement d'Iñaki Williams et peut-être de l'attaquant aussi, je sais plus son nom, Guruteza ou un truc comme ça. Ils ont des noms basques, les gars, c'est compliqué de s'en souvenir. Mais l'attaquant, et puis il y a toujours les mêmes. Après, Berenguer, là, des mecs comme ça qui sont très bons. Bilbao, c'est une équipe très solide, c'est une équipe qui met un pressing
pressing fou. Donc vraiment, là, Xavi en conférence de presse, il a parlé un peu du match. Il a dit que le match de Bilbao, ça risque de ressembler un petit peu au match contre Retafe. Alors oui et non, frère. Oui et non. Parce que d'un côté, oui, Retafe, ils ont joué haut. Ils n'ont pas hésité à venir nous presser et ne pas rester devant leur surface et poser le bus. Pour une fois, Retafe, on ne peut pas leur enlever ça. Donc Bilbao, c'est pas une équipe qui va poser le bus, c'est une équipe qui va venir presser, sauf qu'elle va pas faire semblant de presser. C'est une équipe qui presse très bien, on l'a vu. Je sais plus si j'ai fait l'analyse ou pas. Il me semble que j'avais fait l'analyse Bilbao contre le Barça. J'ai pas regardé. On avait vu un pressing vraiment très efficace de la part de Bilbao, une équipe qui se déplace, qui est très compacte déjà. Une équipe qui a sa ligne de défense, on va dire, assez haut sur le terrain, qui n'est pas rapatriée devant sa surface, mais qui a entre les lignes, c'est-à-dire la ligne de la défense, la ligne du milieu, c'est très compact. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre les lignes et ça, c'est toujours assez compliqué pour les équipes d'attaquer. Voilà. Et puis, c'est un bloc équipe qui coulisse très bien, qui presse très bien. Donc, ça va être vraiment, je dirais pas le match test, parce que j'ai sorti une vidéo hier en posant un peu la question, est-ce que le Barça va un petit peu mieux? Est-ce qu'il y a des points clés comme ça? J'ai souligné quelques points qui me paraissaient intéressants et on m'a dit bah voilà, le test ce sera contre Bilbao, savoir si on va mieux ou pas. Oui c'est vrai, ça peut être un sacré test, savoir si le Barça a remonté la pente. On a vu un Barça quand même qui n'a pas perdu de tout le mois de février, un Barça qui est la seule équipe en tout cas en Espagne, en Liga, alors on va toucher du bois parce que évidemment je vais dire ça, voilà, c'est la seule équipe qui n'a pas perdu à l'extérieur. Voilà, on a une équipe du Barça qui est pas spécialement, qui est plutôt costaud, on va dire ça comme ça, à l'extérieur, et une équipe de Bilbao qui est très forte à domicile. Donc ça va donner forcément plutôt un bon match. On a des stats plus positives en faveur de Bilbao quand on voit le nombre de buts qu'ils marquent à domicile et à l'extérieur. Il y a une différence monstre. Le nombre de buts qu'ils ont mis à domicile et à l'extérieur, les gars, il y a une grosse différence. Et le Barça marque moins à l'extérieur qu'à domicile. Voilà, donc vraiment, on va avoir un rapport de force. Ça va être très compliqué. Donc le meilleur moyen d'entamer ce mois compliqué, de relever un peu la tête, d'essayer en Liga de rattraper un peu le retard qu'on a pris déjà il y a un moment. Essayer de revenir déjà avant tout sur Girone, tu vois, avant de parler de quoi que ce soit de la première place qui me paraît quand même assez compliqué. On a déjà Girone à aller chercher. On a Bilbao aussi qui joue les premières places, les places qualificatives pour l'Europe. Donc vraiment, on a une équipe de Bilbao qui sera surmotivée et ça va pas nous rendre la tâche facile, on va dire, forcément. Il y a des chances que si on gagne ce match, qui sera probablement un des plus compliqués de cette fin de saison, si on va gagner ce match-là à l'extérieur comme ça contre un Bilbao qui est très très en forme en ce moment, surtout à domicile, ça peut changer des choses, on va dire, chez les joueurs, donner beaucoup plus de confiance. Alors une défaite serait pas forcément catastrophique parce que contre une équipe comme ça qui est aussi difficile à jouer, c'est pas non plus un scandale de faire un mauvais résultat, on va dire, mais par contre de gagner ce match, ça peut faire plus de bien que de mal, tu vois, forcément. Enfin, disons que si on perd, ça fera pas tant que ça de mal, alors que si on gagne là-bas avec un match compliqué, voilà, contre une équipe pas facile, ça peut vraiment rebooster les joueurs, leur donner peut-être ce petit truc de confiance en soi en plus, tu vois, pour aller chercher je sais pas quoi, mais peut-être des bons résultats d'ici cette fin de saison. Déjà passer contre Naples, tu vois, avoir un peu plus de certitude dans son jeu, et comme je l'ai dit, ça fait un petit peu écho avec la vidéo que j'ai faite hier, gagner un petit peu en certitude à certains points clés, on va dire, avec Christensen en 6, on va voir ce que ça donne, parce que évidemment que Christensen en 6 face à Retafe qui fait pas un pressing aussi efficace que Bilbao, ça peut bien se passer, mais Bilbao qui fait un pressing monstre au milieu, sur notre milieu de terrain, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour ces joueurs là de jouer aussi facilement, on va dire. Donc on va passer tout de suite à la composition d'équipe, les amis, c'est parti. Voilà pour mon 11, donc j'ai beaucoup hésité sur certaines choses, sur certains postes, principalement 2 postes en vrai, c'est-à-dire Rafinha dans un premier temps. Là vous allez me dire, mais tu mets Rafinha, t'es complètement ouf. Je pense que l'intensité va être folle dès le début du match. Évidemment, je pense que le Bilbao va mettre une intensité folle tout le match, ils vont essayer, mais disons que en début de match ça sera beaucoup plus compliqué, et on sait que Lamine Yamal il peut faire le taf, hein, il l'a fait largement. On sait que Lamine Yamal est 10 fois meilleur et encore que Rafinha. La dernière fois, le dernier match contre Bilbao, Lamine Yamal avait fait le taf, vraiment, il avait été très bon, mais
je garde un petit peu de continuité ce qu'on a vu contre Retafe. Moi, en fait, la seule chose vraiment qui me plaît avec Rafinha, et ce que je trouve qu'il est assez sous-estimé là-dedans, c'est ses appels dans la profondeur. Ses appels dans l'espace, bref, je pense qu'il est assez sous-estimé là-dedans, il fait de très bons appels. Je pense que si Bilbao nous presse assez haut, comme l'a fait Retafe, je pense qu'on a vu quand même un Rafinha qui s'est retrouvé quand même très souvent face au goal. Alors le problème, c'est qu'il était très mauvais, mais il y a moyen de faire quelque chose. Dans un premier temps, et je mettrai donc Rafinha à la place de Lamine pour aussi un peu fatiguer cette équipe de Bilbao, entre guillemets, tu vois. Essayer de résister à cette intensité et à ces duels dans un premier temps, dans le début du match, et ensuite, à la fin, en deuxième mi-temps, faire rentrer Lamine pour mettre un peu le bordel et apporter cette touche technique pour faire la différence avec des joueurs en face qui seront probablement un peu plus fatigué, quoi. Et le deuxième poste où j'ai hésité, c'est Pedrito. J'ai fortement hésité, j'avais envie de mettre en fait Vitor Roque. Mais le problème, c'est que Vitor Roque, si on le met, on enlève soit Pedri, soit Gundogan. Et vu la forme de Gundogan, eh bien, on n'enlève pas Gundogan. Ou alors, on enlève Christensen et on met Pedri à la place de Christensen. Mais ça serait pas logique par rapport à ce qu'on fait en ce moment. Le but, c'est de protéger cette défense en mettant Christensen devant la défense en 6. C'est ce qu'on a vu ces derniers matchs. C'est l'objectif de mettre Christensen ici. C'est pas au moindre match le changer et mettre Pedri à sa place. Ça n'aurait pas vraiment de sens. Il faut de la continuité. Et ce que j'aime bien avec Vitor Roque, c'est qu'il prend aussi beaucoup la profondeur, tout comme Rafinha. Donc si on a un Lewandowski qui revient un petit peu faire le jeu en faux neuf, comme il l'a fait contre Retafe, où il a pas touché beaucoup de ballons dans la surface, mais énormément au milieu, et bien lui, quand il attire cette défense en revenant là, on a des Vitor Roque et des Rafinha qui prennent la profondeur. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Le problème de Vitor Roque, c'est que il va y avoir beaucoup de pression, ça va être assez tendu l'ambiance là-bas, et je sais pas si on peut partir avec un Vitor Roque titulaire comme ça. Je sais pas s'il est vraiment prêt à partir titulaire d'entrée dans un match comme ça, tu vois. Donc c'est pour ça que je mettrais Pedrito. Après, il y a le choix de mettre Pedri soit à gauche, soit à droite. Moi, j'aurais préféré mettre Gundogan ici. Parce que Gundogan a tendance à jouer beaucoup plus haut, on va dire. Et si Pedri il joue trop bas, ça va bloquer avec Frenkie, ils vont se marcher dessus. Si Pedri redescend un peu au cœur du jeu, Gundogan il est un peu plus, il a tendance à jouer un petit peu plus haut, qui pourrait ne pas freiner, on va dire, Frenkie. Le problème là-dedans, c'est que Gundogan, c'est en phase défensive en fait. On sait qu'en phase défensive, on passe à 4 défenseurs, et là l'ailier, ce serait Gundogan. Et ça, c'est un problème parce que Gundogan, je le trouve meilleur en pressing dans l'axe, on va dire, que sur un côté. Et puis si Gundogan il doit faire les allers-retours, je pense qu'il les fera pas vraiment, alors que Pedri, oui, c'est ce qu'on avait vu dans le dernier match contre Naples, je crois, où il avait fait les efforts et tout ça. Donc en phase défensive, on serait plutôt comme ça, tu vois. Donc c'est pour ça que Gundogan, je le mettrais plus à droite, dans le demi-espace droit, là où il joue au final assez souvent et là où il a ses habitudes. Et puis Pedri comme faux ailier, c'est-à-dire que en phase défensive, il défend sur l'aile, il met le pressing sur le latéral, tout ça, mais en phase offensive, il vient au cœur du jeu, quoi. Donc ça, c'est une solution un peu pour avoir une certaine maîtrise de balle. Ça nous enlève de la profondeur, même si Pedri est capable de faire les appels, mais je pense pas qu'il est aussi bon que Vitor Roque pour vraiment être attiré vers l'attaque tout le temps. Tu vois, mais c'est plus un choix de maîtrise de balle, d'avoir cette maîtrise au milieu plutôt que vraiment offensif et d'essayer de faire mal on va dire en attaque rapide, en contre-attaque ou quelque chose comme ça, quoi. Pour le choix du risque aussi, j'ai mis Koubarsi en défense centrale. Pour moi, Koubarsi il est monstrueux en fait, tout simplement. Il est très utile aussi pour avoir cette maîtrise de balle et faire des attaques intelligentes. Les défenseurs sont assez sous-estimés parce que la plupart du temps, évidemment, c'est une évidence parce que c'est un défenseur, donc la première chose qu'on va lui demander c'est de défendre, mais quand on voit que Koubarsi de toute façon est bon en défense, mais en plus de ça offensivement tout passe par lui pour construire les attaques, pour moi il est déjà indispensable en fait, même si ça peut faire un peu de mal à certains qui disaient que qu'il était là que parce qu'il était espagnol ou catalan. Je sais que c'est compliqué, mais Koubarsi est monstrueux en fait, tout simplement. Donc j'ai envie de le voir encore titulaire, même si c'est un match sous pression, c'est à San Mamés, tout ça. Croyez pas que Inigo Martinez, de toute façon, s'il rentre sur le terrain, il va se faire siffler comme pas possible. Donc ça revient plus ou moins au même, on va dire. Peut-être qu'Inigo Martinez peut être un peu dérangé par cette pression de jouer devant son ancien public, quoi, tout simplement. Le choix de mettre Ronald aussi à gauche à la place dans l'axe, on en a parlé dans la dernière vidéo, avec Frenkie qui a tendance à redescendre dans cette zone-là. Si Koubarsi est là et que Ronald est là, ça sert à rien parce que Koubarsi il a une qualité de relance justement, et quand il doit trouver quelqu'un, Frenkie il est pas à son poste parce qu'il est trop bas en fait. Il vient là demander la balle, il est pas à son poste.
Donc le fait de mettre Cubarsí ici, on l'a vu d'ailleurs contre Retafe par certaines séquences où Cubarsí a trouvé Frenchy en une touche qui a cassé les premières lignes de pressing et Frenchy pouvait se projeter vers l'avant. On sait que si Frenchy se projette vers l'avant, on sait que Pedri peut s'effacer un petit peu et redescendre un peu au cas où, tu vois, et Frenchy aller vers l'avant et aller vers la surface, comme contre Retafe en deuxième mi-temps où il a été plutôt bon. Donc là aussi, le choix de mettre Ronald à gauche, c'est pour couvrir les montées de Cancelo. On sait que Cancelo a tendance à beaucoup attaquer et défensivement, c'est compliqué pour lui. C'est pas sa phase de jeu préférée de défendre, on va dire. Donc mettre Ronald ici, c'est assez logique pour moi, surtout que logiquement, je ne sais pas trop, mais ce qu'on a vu sur les derniers matchs, c'est que Iñaki Williams joue ailier droit. Normalement, Nico Williams joue ailier gauche. Bon, il ne sera pas là, donc peut-être que Iñaki Williams changera de côté en cours de match, je ne sais pas. Mais si on a tendance à jouer une défense à 3 quand on a le ballon, si on a des contre-attaques avec Iñaki Williams, ça serait bien de mettre Ronald du côté d'Iñaki Williams pour effacer, on va dire, essayer de supprimer entre guillemets le plus gros danger de l'équipe adverse sur en tout cas les contre-attaques quoi. Voilà pour ma compo, je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me paraît c'est logique de toute façon, sinon j'aurais pas fait ça, c'est évident, mais après voilà, il y a des choix à faire. Rafinha, Lamine, moi ça... J'hésite fortement parce que Lamine d'un côté pour moi a beaucoup plus de talent créatif, mais si on veut utiliser quelqu'un d'un peu plus puissant peut-être un peu fatigué aussi cette défense par les appels incessants et ensuite faire entrer Lamine pour qu'il soit le plus efficace possible, peut-être que ça peut être un choix tactique peut-être intelligent, peut-être complètement foiré, je ne sais pas, c'est toujours compliqué. Et après il y a le choix Vitor Roque, pour moi je le ferai entrer en fin de match Vitor Roque pour vraiment apporter cette profondeur et cette puissance aussi qu'il a quand les joueurs sont fatigués, tu vois, d'utiliser ça peut être sympa. Puis Vitor Roque, on sait que titulaire, voilà, il est mieux quand peut-être qu'il rentre, il a moins de pression, j'en sais rien. Puis mettre Pedri sur le banc, ça me paraît quand même, il a pu se reposer contre Retafe en plus, donc ce serait pas mal de le voir jouer, il sera probablement plutôt en forme, je dirais. Maintenant voilà, il y a des choix à faire comme ça, on verra comment ça va se passer ce match, mais j'attends énormément ce match les gars, ça va être très compliqué, je pense. Et si on réussit ce match, je pense que ça va faire quand même beaucoup de bien à cette équipe, j'espère en tout cas. Donc on se retrouve demain pour l'avant-match en live et puis après pour le débrief comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.